Chers amis, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Je me réjouis de l'invitation de l'APTI et je remercie aussi son directeur pour ses efforts. Il m'a été demandé en fait d'intervenir sur le rôle que joue la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour garantir l'accès à la justice aux individus. C'est un sujet éminemment important car c'est l'objectif ultime recherché par le système africain de promotion, de protection et de monitoring des droits de l'homme. Je me permets toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas du rôle que peut jouer la Commission, du rôle au singulier, mais des rôles, donc au pluriel. Et par ailleurs, il ne s'agit pas seulement de l'accès à la justice des individus, mais également des peuples. Dois-je encore le rappeler, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit le droit des peuples. Et donc, l'ensemble du mandat confié à la Commission par la Charte lui permet justement de garantir l'accès à la justice. C'est pour ça d'ailleurs que dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, la Commission a mis en place un certain nombre de mécanismes subsidiaires qu'on appelle également des mécanismes spéciaux. On a les rapporteurs spéciaux, on a les groupes de travail, on a également des comités. On a 5 rapporteurs spéciaux, 5 rapporteurs spéciaux avec des thématiques différentes. On en a 7 au niveau du groupe de travail, on en a 4 au niveau des comités. Et je crois qu'il est très important d'insister sur le rôle de ces mécanismes subsidiaires. Ces mécanismes subsidiaires ont pour vocation de traduire concrètement sur le terrain le mandat en se focalisant sur des préoccupations majeures et précises en matière de droits de l'homme. Selon les termes de la Commission, ce sont des fers de lance de ces travaux. Ce sont les yeux de la Commission dans les États partis. Ils maintiennent le système de protection des droits de l'homme de l'Afrique de manière dynamique, de manière vivante, par leur capacité d'étude, leur capacité d'assistance technique, d'analyse et de mobilisation et d'alerte. Ce sont des éclaireurs du système, notamment au regard de leur contribution au développement progressif du droit africain des droits de l'homme, qui se traduit par l'interprétation des droits garantis, la conquête de nouveaux droits, de nouvelles dimensions des droits garantis par la Charte, ou encore le développement d'une approche pragmatique pour atteindre l'efficacité et l'effectivité recherchée. Et donc, ces mécanismes agissent de différentes manières. Par exemple, en envoyant aux États des appels urgents. Les appels urgents sont régis par les points 25 à 28 des règles de création et de fonctionnement des mécanismes subsidiaires. Ces règles ont été mises en place tout récemment, en mars 2020, par la Commission lors de sa 27e session extraordinaire à Banjul. Ils sont des outils d'intervention proactive de la Commission. Ils représentent la réponse rapide de la Commission à une violation des droits énoncés par la Charte pour laquelle elle est saisie ou s'autosaisit. Ainsi, en réaction à des situations d'urgence, ils peuvent communiquer des informations dans les cas où la violation alléguée revêt un caractère urgent ou cause aux victimes des dommages imminents ou continus et de nature grave. Par ces appels urgents, les mécanismes spéciaux cherchent à anticiper les violations imminentes, à prévenir tout dommage irrémédiable et à appeler les autorités de l'État concerné à prendre les mesures dirigeantes qui s'imposent pour empêcher ou limiter, en tout cas à tout le moins, une violation imminente. Sur une année, la Commission peut envoyer une quarantaine d'appels urgents. Par exemple, de mai à novembre 2018, 27 appels urgents ont été envoyés sur des problématiques aussi diverses que les arrestations, les détentions et les condamnations des défenseurs des droits de l'homme, l'exécution probable de personnes, les allégations de violation ou d'entrave à la liberté d'expression, d'association et de mouvement, d'atteinte à la sûreté de l'État, des expulsions forcées sans consultation ni indemnisation préalable, ou encore sur des projets de loi dont les dispositions porteraient atteinte aux droits de l'homme. Il s'agit également des massacres contre des populations civiles, des mauvais traitements en détention, des disparitions forcées ou encore des décès en détention. Certains États se distinguent particulièrement par le nombre d'appels urgents reçus. Il s'agit notamment de la RDC qui en a reçu jusqu'à récemment 11, l'Égypte 10, le Burundi 7, l'Algérie 6, le Cameroun 6 et ainsi de suite. La Commission s'est souvent plaint, a exprimé souvent des préoccupations par rapport à la réaction des États face aux appels urgents, aux lettres de préoccupation qui ont été envoyées. Alors que ce sont des mécanismes qui sont très importants, qui permettent de pouvoir justement permettre aux individus d'accéder à leurs droits.
Et donc, la volonté politique des gouvernements, le niveau de priorité donné aux droits de l'homme dans l'agenda du gouvernement au niveau local se voit dans le retour que le gouvernement fait lorsque un appel urgent a été envoyé. En dehors des lettres urgentes, des lettres d'alerte et d'alerte précoce, il y a également les lettres de préoccupation. C'est ce qu'on appelle des lettres d'allégation dans le système international de protection des droits de l'homme. Elles sont prévues par les points 29 à 30 des règles de création et de fonctionnement des mécanismes subsidiaires. Et donc, les mécanismes principaux spéciaux recours aux lettres d'allégation lorsque les violations alléguées sont déjà commises. Elles sont destinées à interpeller l'État, à susciter des investigations impartiales et à prendre des mesures idoines pour la réparation de la violation alléguée. Par exemple, en juin 2019, suite à des décès tragiques de 43 mineurs artisanaux en RDC, le groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les droits de l'homme a exprimé sa préoccupation. En avril 2019, le groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires sommaires et arbitraires et les disparitions forcées en Afrique a envoyé une lettre de préoccupation au Niger suite à la condamnation alléguée par la Cour d'assises de Zender de certains Ghazali au motif de conspiration criminelle, vol pendant la nuit et assassinat et sa condamnation à mort. En dehors des lettres de préoccupation qui sont des lettres d'allégation, on a également les lettres de félicitations ou d'appréciation qui sont envoyées aux États lorsque, par exemple, il y a la ratification d'un instrument lorsque un instrument a été ratifié, par exemple, lorsqu'une loi a été prise ou lorsque des prisonniers politiques ont été libérés. Donc, la Commission apprécie également ces gestes de la part de l'État. En outre, les mécanismes subsidiaires pour garantir l'accès à la justice conduisent également des missions de terrain ou aux visites des différents États. Il existe 4 types de visites de pays. Il peut s'agir de visites de promotion, il peut s'agir de visites de protection, il peut s'agir de visites d'information ou de visites de plaidoyer selon les points 35 des règles de création et de fonctionnement des mécanismes spéciaux. Les activités de promotion peuvent englober la sensibilisation aux questions et situations spécifiques relatives au mandat. Elle inclut également les renforcements des capacités ou l'organisation des conférences et séminaires sur les thématiques relevant du domaine du mandat concerné. Outre les appels urgents, les lettres de préoccupation, les lettres d'appréciation ou de félicitations et les missions de terrain, les mécanismes spéciaux conduisent également des études ou des rapports thématiques qui leur permettent justement d'attirer l'attention sur des points de préoccupation et faire en sorte que les individus peuvent accéder à leurs droits. Par exemple, le point 38 des règles de création et de fonctionnement dispose que les mécanismes peuvent préparer des études et des rapports thématiques. Ces mécanismes peuvent expliquer les dispositions pertinentes de la charte en initiant l'élaboration d'instruments juridiques non contraignants ou de projets de protocole. Les mécanismes peuvent également initier l'élaboration d'instruments juridiques non contraignants pour compléter les dispositions des protocoles à la charte. En dehors des mécanismes spéciaux, il y a également l'examen des rapports périodiques, des rapports initiaux et périodiques des États. Donc, au titre de l'article 62 de la charte, tous les États partis à la charte doivent soumettre périodiquement, suivant une périodicité de 2 ans, des rapports à la Commission pour justement informer la Commission sur les différentes mesures législatives, les mesures réglementaires, les mesures programmatiques mises en place pour donner effet aux dispositions de la charte. Mais on constate malheureusement que la plupart des États ne respectent pas la périodicité et la fréquence de 2 ans qui est prévue. Et c'est bien dommage parce que c'est un exercice qui permet à la Commission d'engager un dialogue constructif avec les États et donc de leur permettre de pouvoir améliorer la législation ou les pratiques au niveau national. Malheureusement, la plupart des États ne respectent pas ça, et ce qui est bien dommage. Et une fois encore, c'est l'expression de la faible volonté politique des États vis-à-vis du travail de la Commission. En dehors de ça, en dehors de l'examen des rapports initiaux et périodiques, il y a également l'examen des communications. Mais avant les communications, il y a ce qu'on appelle les questions urgentes. C'est quoi les questions urgentes?
La mission qui s'articule autour des questions urgentes est régie par les articles 58 de la Charte et détaillée par les articles 84 et 85 du nouveau règlement intérieur de la Commission qui a été adopté récemment en 2020, donc l'année dernière. Une question urgente est qualifiée comme telle dès lors qu'il s'agit de situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples selon l'article 1er selon l'alinéa 1er de l'article 58. Une question est dite d'urgence lorsqu'elle est constitutive de violations graves ou massives des droits de l'homme. Le rôle de la Commission est d'attirer l'attention et d'informer les organes politiques de l'Union africaine. La charte remet ici, comme on le voit, la politique au centre de la prise de décision d'urgence, alors que le temps de la politique est rarement le temps approprié pour répondre promptement aux violations graves, massives et imminentes des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La démonstration est faite par le rythme de la prise de décision en cas d'urgence, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 58, puisque, après saisine de l'organe politique de l'Union africaine, donc notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'organe politique saisit à son tour la Commission de l'Union africaine, à qui il peut demander une étude approfondie assortie d'un rapport circonstancié accompagné de ses conclusions et recommandations. Au cas où la Commission africaine saisit le président de la Commission de l'Union africaine, pour répondre à l'urgence, celui-ci s'en remettra au président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui pourra, avant d'agir, demander une étude approfondie et il est fort à craindre que la situation urgente ne soit obérée entre-temps au regard des enjeux politiques du processus politique de prise de décision et le temps de la conduite de l'étude en question. C'est pourquoi la Commission mobilise ses ressources internes. Et en termes de ressources internes, l'article 85 alinéa du règlement intérieur dispose que la Commission, ainsi que ses mécanismes subsidiaires, peuvent ou prennent également toutes mesures appropriées, notamment des appels urgents. Et la Commission se donne ainsi, par son règlement intérieur, ce qu'elle n'a pas pu obtenir par la charte, dans l'objectif d'assurer l'accès à la justice, justement. Ainsi, lorsqu'elle est alertée par un contre-rapport ou par des communications individuelles, des informations ou des rapports de toute nature au sens de l'article 58 alinéa 1er de la charte, la Commission peut mettre en mouvement ses mécanismes internes, notamment l'envoi à l'État concerné de l'aide d'allégation ou d'appel urgent ou l'envoi d'une mission de protection ou d'investigation ou d'établissement des faits. Et en termes de mission de protection, ce sont les articles 45, alinéa 2, 46 de la charte qui fondent ces missions. À l'appui de l'article 45, alinéa 2, qui investit la Commission d'une mission de protection des droits de l'homme et des peuples sur le continent, l'article 46 dispose que la Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée. La Commission est habilitée ainsi à entendre toute personne capable de l'éclairer, y compris l'Union africaine elle-même, et la procédure régissant les missions de protection est prévue par les articles 81 et 82 du nouveau règlement intérieur qui a été adopté l'année dernière en 2020. Il y a également des missions d'investigation que la Commission initie elle-même. Et dans le cadre de son mandat de protection, la Commission africaine a effectué très tôt des missions d'enquête dans plusieurs pays, en 1996 au Sénégal et en Mauritanie, en 97 au Nigeria, et ces missions continuent notamment en 2018. Il y a une mission au Burundi, en 2008 en Somalie, toujours en 2008, une mission a été conduite au Kenya. En 2004, c'était au Darfour, donc au Soudan. En 2002, c'était au Zimbabwe. Donc, suite à des rapports de violation massive des droits de l'homme dans ce pays. Lorsqu'il s'agit de pays en proie à un conflit, la Commission considère que les violations des droits de l'homme et des peuples, ainsi que du droit international humanitaire, comme un manquement aux dispositions des articles 3, alinéa 2, sur le droit à l'égale protection de la loi, de toutes les personnes, ou encore de l'article 4 sur l'inviolabilité de la personne humaine et le droit de tout être humain au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne, mais également de l'article 23 sur le droit des peuples à la paix et à la sécurité. La Commission en a décidé ainsi en 2016 à propos de la République démocratique du Congo. La Commission peut également appeler ou interpeller un État à mener des investigations sur des violations qui se seraient produites dans le pays. À l'issue de communiqués ou de résolutions pays condamnant les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la Commission demande à ce que l'État condamné mène des investigations impartiales
et indépendante en vue d'identifier les auteurs présumés de ces violations afin qu'ils soient jugés et traduits devant la justice. Ce fut le cas en 2018 sur le Cameroun, en 2019 Somalie. Et donc, en février 2020, la Commission a exprimé de vives préoccupations par rapport à l'attaque survenue au Cameroun dans le nord-ouest anglophone et donc a interpellé le gouvernement pour mener des enquêtes impartiales sur les faits. En 2016 et 2018, la Commission a demandé au Burundi de mener dans les plus brefs délais des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces afin de traduire en justice toute personne suspectée d'être auteur ou d'avoir participé aux exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, actes de torture, violences sexuelles, arrestations et détentions arbitraires et autres violations graves des droits de l'homme alléguées. Et la commission peut s'auto-saisir, donc peut mener des investigations, peut interpeller les États à mener des investigations, mais aussi peut se voir confier ces missions par l'Union africaine. Et c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est l'organe qui demande en fait, à la Commission de mener des investigations. En 2012, le Conseil de paix et de sécurité avait mandaté la Commission de mener une mission d'établissement des faits au Mali. En 2015, la demande a été faite à propos du Burundi. En 2017, c'était par rapport à la République arabe sahraoui démocratique. Il est urgent donc que, à mon avis, que le Conseil de paix et de sécurité et la Commission africaine définissent un mécanisme de coopération et un système d'alerte précoce pour éviter que la situation des violations des droits de l'homme n'échappe au contrôle et exige en fait une intervention armée africaine ou internationale, apprenant par exemple l'exemple sur la Libye. Si l'Union africaine et ses différents mécanismes avaient agi promptement, l'intervention de la France et ses alliés ne se serait pas produite avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. On aurait pu agir bien avant et éviter que le pays ne connaisse le chaos qu'on a aujourd'hui. En 2019, le Conseil de paix et de sécurité a demandé à la Commission de proposer une modalité pour la mise en place de mécanismes d'alerte rapide coordonnés sur des questions liées aux droits de l'homme sur le continent entre les deux organes, ce qui a donc été fait et on espère qu'on aura un mécanisme organisé qui permet justement des missions d'établissement des faits, des alertes précoces pour éviter justement que la situation ne soit lourdement obérée. Je voudrais parler maintenant de l'examen des communications parce que c'est le mandat de protection de la Commission lui permet de recevoir et d'analyser des communications. Et par rapport à ces communications, je voudrais toucher la question des mesures conservatoires. Parce que les mesures conservatoires sont prises avant toute décision sur le fond à la demande d'une des parties ou sur la propre initiative de la Commission pour donner une chance de mise en œuvre à la décision qui interviendra au fond plus tard. Et l'article 100, alinéa 1er du règlement intérieur de la Commission dispose que les mesures conservatoires permettent de prévenir tout préjudice irréparable à la victime d'une violation alléguée. Et conformément à l'article 100, alinéa 5 du règlement intérieur, l'État doit soumettre à la Commission des informations sur les mesures, sur la mise en œuvre des mesures conservatoires demandées dans un délai de 15 jours. Mais à compter de la réception de la mesure. Mais on a constaté que c'est l'un des points faibles du système, en fait, parce que les États réagissent très peu ou mettent en œuvre très peu les mesures conservatoires, alors que lorsqu'elles ne sont pas mises en œuvre, cela veut dire que après analyse au fond de la décision, il y a de faibles chances que la décision finale puisse trouver application. Une mesure conservatoire peut être un sursis à exécution de personnes condamnées, comme dans l'affaire de Constitutional Rights Project contre Nigeria, ou encore une libération immédiate. Dans la pratique, la promptitude des États, comme je le disais, à adopter des mesures requises dans les mesures conservatoires est problématique. On a plusieurs exemples qui nous indiquent que les mesures conservatoires ne trouvent pas toujours grâce aux yeux des États et qui ne prennent pas des mesures promptes pour le faire. Et on peut se poser une question là-dessus. On peut se demander ce qui justifie le non-respect, voire l'indifférence même des États vis-à-vis des mesures conservatoires. C'est un véritable sujet de mémoire ou de thèse pour les étudiants.
Stricto sensu, les mesures conservatoires n'ont pas une force juridique contraignante au regard des pouvoirs de l'organe qui les adopte, donc la Commission. En effet, la Commission ne formule que des recommandations à l'endroit des États, à l'instar des organes de traité des Nations Unies, et au regard du droit international général, les recommandations ne sont pas de nature contraignante. On le sait. À ce titre, la Commission peut certes décider des mesures conservatoires comme mesures nécessaires, voire indispensables à la protection des droits garantis par la Charte, ce qui relève pleinement de l'exercice de son droit. En revanche, la prise de ces mesures conservatoires, aussi urgentes et vitales soient-elles, ne modifie pas les pouvoirs ab initio, donc les pouvoirs préalables, donc conférés par la Charte, dont jouit la Commission, au point de lui conférer de manière circonstancielle ou sur certaines matières délicates un pouvoir au-delà de ce que la Charte lui a dévolu. Ainsi, la Commission a compétence de décider d'une mesure conservatoire, mais malheureusement n'a pas le ressort pour imposer la dite décision, ce qui reviendrait autrement à considérer ces mesures comme contraignantes. C'est tout le paradoxe du droit international général qui oblige ainsi la Commission à assister de manière impuissante à la violation des droits qu'il lui a pourtant demandé de protéger. Quand bien même la Commission n'aurait pas le pouvoir d'imposer ces décisions, elle a, à mon avis, à minima, l'obligation de les faire respecter. Et cette obligation, qui s'inscrit dans l'acquittement de son mandat de promotion et de protection, actionne les obligations qui pèsent sur l'État concerné au titre de l'article 1er de la Charte africaine qui dispose que les États partis reconnaissent les droits, les devoirs et les libertés et inscrits dans la Charte et prennent les mesures nécessaires pour les appliquer. Donc, c'est l'État parti à la Charte qui s'oblige lui-même par sa ratification, par la ratification de la Charte, les mesures conservatoires décidées par la Commission n'étant que le rappel de cette obligation-là, en réalité, de cette obligation conventionnelle née de la volonté de l'État lui-même à être lié par la Charte. Dès lors, à mon avis, le caractère contraignant ou non des mesures conservatoires décidées par la Commission n'est plus en jeu. Il s'agit davantage d'honorer les obligations conventionnelles contractées au titre de la Charte. Un État qui ne donne pas suite à des mesures, à ces mesures, donc aux mesures conservatoires, viole ses engagements, ses propres engagements conventionnels, rappelés simplement par la Commission lorsqu'elle prend une mesure conservatoire. Et on sait également que lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre des décisions prises ou de délibérations à l'issue de l'examen de communication, le mandat de la Commission lui permet d'agir pour garantir l'accès à la justice, mais la volonté politique des États est un élément fondamental. L'accès à la justice est tributaire de la volonté politique des États. Il ne s'agit pas d'une problématique philosophique et point de besoin de polémiquer ou de faire des divagations stériles à ce sujet. Ce sont les États qui ont exprimé librement leur consentement à être liés. Ils doivent donc prendre les mesures nécessaires pour que leurs engagements conventionnels puissent trouver effectivité dans la vie des citoyens. La question qu'on peut se poser est de savoir si le manque de ressources, puisque c'est ce que les États évoquent très souvent, peut tout justifier, y compris l'inertie ou l'indifférence des États. On voit la place de la volonté politique au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, je voudrais évoquer l'interaction, ou en tout cas la complémentarité entre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine. À travers sa coopération avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission peut agir pour garantir justement l'accès à la justice. Et le règlement intérieur de la Commission entérine cette complémentarité des deux organes. L'article 2 du protocole portant création de la Cour africaine dispose que la Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de protection de la Charte africaine et des peuples et à conférer à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc voilà, donc cet article 2 est assez clair. L'article 5, alinéa 1er, A du protocole prévoit que la Commission africaine a qualité pour saisir la Cour. Et l'article 6, alinéa 1er, dispose que la Cour peut solliciter l'avis de la Commission avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5, alinéa 3 du protocole. L'alinéa 2 de l'article 6 dispose aussi que la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. Voilà. Donc, on voit la complémentarité entre les deux organes. Je dirais même que je compléterai en disant que l'article 6, alinéa 3,
dispose également que la Cour peut connaître les requêtes ou les renvoyer devant la Commission. Dans la pratique, on sait que la première affaire traitée par la Cour a été transmise par la Commission en 2008, si je me rappelle bien. La Commission est également requérante dans beaucoup d'affaires, comme l'affaire Soufiane Ababou contre l'Algérie, comme l'affaire Daniel Amaré et Mulungeta Amar contre le Mozambique, dans l'affaire Ekolo Mundi, Alexandre contre le Cameroun, le Nigeria, et dans d'autres affaires. Aujourd'hui, la Cour est confrontée à une difficulté majeure. Il s'agit du retrait de la déclaration de l'article 34 du protocole créant la Cour et acceptant la compétence de la Cour à recevoir des affaires soumises par les organisations non gouvernementales et des individus. Sur la trentaine d'États ayant ratifié le protocole, seuls 10, comme vous le savez, ont fait la fameuse déclaration. Aujourd'hui, 4 des 10 États ont retiré leur déclaration. Il s'agit, comme vous le savez, du Rwanda en 2016, de la Tanzanie en 2019, du Bénin et de la Côte d'Ivoire en 2020. La Commission reste et demeure un outil fondamental pour accéder à la justice et aux droits en Afrique. Son principal défi, et ce n'est pas tant les ressources qui sont certes en deçà de ce que ça devait être, en deçà des besoins, mais c'est surtout la capacité des États à afficher une volonté politique itérative, renouvelée et originale vis-à-vis des constatations, des décisions et des délibérations de la Commission. C'est un point commun entre la Commission et la Cour. Il serait erroné de comparer la Commission et la Cour et de conclure sans coup férir que la Cour est plus efficace, même si les décisions de cette dernière, donc de la Cour, sont revêtues d'un caractère contraignant. En réalité, tous les deux mécanismes sont complémentaires et dépendent de la volonté politique des États. Le retrait des déclarations dont je parlais tantôt en témoigne. L'écrasante majorité des affaires en cours de traitement devant la Cour est soumise par les ONG, les individus. Il en est de même de la Commission par rapport aux communications qui sont soumises. Les requêtes étatiques sont rares, voire inexistantes. Le retrait de la déclaration à l'article 34 signifie qu'à terme, seules les requêtes concernant 6 États seulement peuvent être soumises à la Cour. À cet effet, l'article 38 du règlement intérieur de la Cour, qui date de septembre 2020, dispose que lorsque la Cour reçoit une requête contre un État qui n'a ni ratifié le protocole, ni fait la déclaration prévue à l'article 4, alinéa 6 du protocole, le greffe informe le requérant que la Cour n'a pas compétence pour examiner cette requête, et dans ce cas, le greffe informe le requérant qui peut saisir la Commission. Il me semble nécessaire que les règlements de la Commission de la Cour clarifient davantage les liens de collaboration entre les deux organes, entre les deux mécanismes. Je crois que c'est très important parce que de la définition complète et claire de la coopération entre les deux mécanismes dépendra la confiance des citoyens africains, en fait, des personnes qui résident, en tout cas sur le continent, à saisir ces mécanismes. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment.